Aujourd'hui, on a encore une fois énormément de chance parce qu'on est avec Lucie Heder. On va pouvoir parler de son roman que j'avais adoré et sur lequel je voulais revenir, je l'avais déjà dit, La Grande Verdure. La Grande Verdure, c'est ce roman qui était sorti à la Volte, mais je sais déjà plus, c'est du 25, c'est rentrée 25 ? Rentrée 25, septembre 2025. Ah ben voilà, c'est parfait. Et on a un scoop qui va sortir en poche. Normalement. Et ça, c'est vraiment une grande joie parce que ça va encore diffuser davantage ce livre. Je mettrai bien sûr la vidéo que j'avais faite solo sur La Grande Verdure. Mais je suis déjà hyper contente que tu sois là, qu'on se rencontre, de lire ton roman, qui est de la SF, d'une pas grande lectrice de SF. On a un peu discuté, alors je t'envoie des petites piques comme ça. Mais je voulais déjà te demander, mais ça prend combien de temps pour écrire La Grande Verdure et comment on arrive à écrire La Grande Verdure? Du coup, j'ai commencé à l'écrire en juin 2020. J'ai eu cette image du premier chapitre qui est un moment de fuite du personnage principal et c'est comme ça que le personnage s'est élaboré. Et après, j'ai terminé à l'été 2022, j'ai terminé le premier jet. Je suis allée direct, je me suis direct précipitée pour... Enfin, je pensais, disons que c'était pas vraiment un premier jet, c'était quelque chose qui avait été relissé. Donc j'ai eu l'impression d'avoir terminé à l'été 2022. Je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai pas eu de nouvelles pendant très longtemps. Après, j'ai eu des retours de personnes et aussi de deux maisons d'édition qui sont les éditions Blast et les éditions du bout de la ville que je salue sincèrement. Et comment dire, qui sont... C'est hyper logique d'envoyer dans cette constellation-là. Et qui m'ont fait des retours sur le fait qu'il y avait plein de trucs bien, mais que c'était pas abouti. Et j'ai aussi eu des retours d'amis lectrices qui allaient dans le même sens. Et du coup, en fait, à l'automne 2024, j'ai décidé de reprendre tout le livre. Et du coup, j'ai tout repris en 3 mois. Et ça, c'est quand je dis on n'écrit pas, on réécrit, et bien on le entend. C'est message pour mes étudiants. Ça, c'est clair. Et en fait, c'est... La Volte avait déjà lu le premier jet, mais hésitait sur le premier jet depuis un moment. Et en fait, au moment où j'ai rencontré l'éditeur, j'étais en train de réécrire, je lui ai envoyé la nouvelle version, et à partir de là, c'était bon, quoi. Du coup, voilà, très grossièrement, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a quand même un grand arc, quoi. Et donc, c'est un livre qui part d'une fuite, mais qui part d'un après. En fait, tu fais du post-apo, donc de la littérature post-apocalyptique d'après une catastrophe, qui est appelée les événements. Mais dont on n'a pas beaucoup de détails, et puis ce qui compte finalement, c'est que finalement on peut vivre. Donc ça te décale complètement d'une littérature catastrophe. C'est vraiment, alors je sais pas si ce serait possible de dire que c'est feel good, tu vois, peut-être que là c'est un peu exagéré aussi, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup plus vital en fait, et beaucoup peut-être plus pas apaisé, pas calme, mais qui a un rythme beaucoup plus proche de la terre, du sol, des choses, que de grands événements. Et ça peut être très déroutant. Enfin, si on s'attend à de la SF hardcore, c'est pas du tout ce qui se passe chez toi, quoi. Oui, effectivement, je pense que je m'intéresse à ce qu'il y a autour, ce qu'il y a autour des personnages, ce qu'il y a autour du personnage principal. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'observer un microcosme, d'observer une petite communauté, d'observer un lieu, parce que je pense que je suis quand même assez intimement convaincue que notre capacité d'agir, elle s'ancre beaucoup autour de nous, dans ce qu'il y a autour de nous très concrètement. Et on voit la... Comment dire, l'histoire nous est transmise par une narration à la première personne, par ce personnage, et par la manière dont elle ressent directement son environnement et ses relations, etc. Donc on est effectivement dans quelque chose de très proche. C'est un roman du proche. Je sais pas comment dire. On est vraiment dans un espèce de fil continu à partir des yeux de la narratrice. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui va brosser à grands traits un tableau global. On est vraiment on est collé à la page, on est collé à ses yeux. Et à ses sensations.
Oui. Il y a toutes les sensations, même corporelles, sensorielles. Ouais, dans la vidéo qui était tournée, je le rapprochais, je sais plus si c'était de Mon Avis de Malone, enfin je ne me souvenais déjà plus à ce moment-là, mais à ce roman de Beckett où il y a un personnage qui rampe comme ça pendant des heures. Et ouais, voilà, j'ai vraiment eu cette même sensation, très, pas seulement myope, quoi, mais voilà, très, très en très grosse focalisation interne. Mais qui en même temps fait découvrir un monde qui a quand même une dimension, enfin, qui est quand même donc c'est cette espèce d'habitation de la grande verdure collective. Elle-même, elle est le personnage, donc Lyre Elix, est en marge, en fuite au moment où le roman commence. Ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe pour cette grande verdure, donc cette habitation qui est quand même super paradoxale pour habiter. Enfin, du point de vue de là où on est en train de parler depuis Paris, quoi. Donc c'est super paradoxal. Mais, mais voilà, le trait proche que tu décris, il permet par tâtons d'avoir des esquisses, voilà, non pas en grande fresque épique, mais de plein de choses, quoi. Et ça, en fait, alors, j'ai essayé de résumer un peu en même temps, voilà, que ça raconte donc après une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer pour une communauté en crise en fait à un moment et en crise relationnelle. Et cette crise, enfin ces crises, elles sont multiples et se jouent de manière alors, qui est pas forcément immédiatement lisible parce que c'est pas un personnage et la communauté, c'est plusieurs crises dont on va avoir des regards parfois différents ou superposés et qui en même temps avancent ensemble. Et donc ça met en jeu des choses en termes par exemple de linéarité du récit qui sont pas du tout épiques, qui peuvent pas du tout être juste une avancée, comme on parlait d'Ursula Le Guin en mangeant. Donc on n'est pas du tout dans le trajet en flèche, on est vraiment plus dans le trajet de la fiction panier, enfin dans la narration de la fiction panier. Et moi j'ai vraiment une impression de cercle concentrique en te lisant, comme les parcours de ce personnage initial, et qui sont aussi des cercles concentriques dans le temps, savoir ce qui se passe un peu avant, on avance, et où en même temps on avance de manière de plus en plus sûre. Et en termes de construction du récit, alors je suis un peu vénère direct là. Vas-y, je sais pas ce que je répondrais. Non, je sais pas non plus où je vais, mais c'est les cercles concentriques là, tu vois. C'est comme quand tu touilles là. Ça, c'est en train de prendre. Parce qu'on tourne le 2 février, c'est pour la Chandeleur. J'ai vraiment cette sensation en fait de cet extrêmement petit du début, in medias res, d'un personnage dont on connaît évidemment rien à l'ouverture du roman, et hop, ça avance, et donc tu vois ton très proche, il permet de faire de choses qui vont pas être forcément exactement lointaines, mais qui vont être plus loin, de les rendre proches. Par cette narration qui est pas si simple. Alors, quand je te dis ça, était-ce le projet? Quelle est ta question? Il n'y a pas de question. Mais je veux dire, ce proche, c'est pas. Enfin, ce que je veux vraiment qu'on retienne là pour ce moment-là, c'est pas du tout un roman sur l'extrêmement intime, la sensation, voilà, une comédie douce amère de cinéma français. C'est pas du tout ça. C'est dans un contexte quand même très dépaysant des façons dont les gens essaient de continuer à être proches. Oui, c'est une belle manière de résumer le livre. Ça m'a fait partir dans tous les sens dans ma génial. tête. Je sais pas, je sais même pas par quel bout prendre les trucs. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est quelque chose qui est... C'est là où on voit qu'il faudrait que je dorme la nuit. Les cercles, ça me parle, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai écrit très à tâtons. En fait, moi, c'est vraiment pas un roman dont j'ai construit l'architecture avant de l'avoir écrit. Je l'ai vraiment écrit au fil des sensations. Mais après, je pense que j'étais habitée par des grands mouvements à l'intérieur de moi dont je voulais parler plus ou moins consciemment. J'ai commencé à l'écrire entre le premier et le deuxième confinement. Et j'étais vraiment tiraillée entre, je pense beaucoup d'entre nous, parce qu'on avait cette maladie. Moi, j'habite en Ariège,
le premier confinement, je crois qu'il y a une personne qui a été malade dans le département, du coup c'était quelque chose de complètement abstrait encore la maladie, elle est arrivée je pense après à l'automne, et du coup on était un peu tiraillés entre un besoin de contrôle et un besoin de liberté. Le contrôle pour échapper à la peur en fait de ce qui va nous tomber dessus, et la liberté parce qu'en fait on étouffait sous des règles, enfin l'histoire des attestations, sous des règles sous des règles absurdes, et de ne pas avoir de contrôle collectif sur la manière dont on pourrait gérer ce qui est en train de nous arriver. Et en fait, le livre ne parle pas du tout de ça, mais j'étais habitée par ça, je pense. Et je pense que ça transparaît dans ce personnage principal, hein, qui va chercher à fuir des normes très strictes imposées par un collectif de survivantes qui est en fait un collectif de personnes traumatisées. Et d'un autre côté, ce collectif qu'on va critiquer, mais pour lequel aussi on va commencer à essayer d'avoir de l'amour, parce qu'on comprend finalement pourquoi il en arrive à mettre en place toutes ces normes et toutes ces règles. C'est en fait dans un instinct de protection. Et du coup, je pense que j'étais habitée par tout ça. Et en fait, pour moi, écrire, c'est une manière de réfléchir. Donc en fait, c'était ma manière de réfléchir à ça. Et j'étais d'abord habitée par la colère du personnage. Mais après, j'en suis aussi arrivée par l'écriture à comprendre pourquoi finalement cette communauté avait fait tout ça, et à arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu, et aussi quelque chose de l'ordre de mettre en doute la parole et la vision du personnage principal. Et pour moi, c'est pour ça aussi que j'écris de la fiction. C'est parce qu'en fait, toutes nos vérités sont faillibles, partielles, et qu'en fait, et que la vérité est un espèce de kaléidoscope beaucoup plus complexe, et qui est à la croisée de la vision de plusieurs personnes. Et en fait, je pense que c'est aussi ce que j'ai essayé de faire à travers ce récit. Voilà, un peu. Voilà ce que je pourrais dire. Ben, je suis super contente. Et ça rejoint un truc que je dis beaucoup, beaucoup en ce moment. Ben, enfin, c'est aussi la découverte de la maternité, que le soin, c'est du contrôle. Mm. Et que c'est très compliqué parce que comment tu prends soin sans contrôler. Et reconnaître que derrière le contrôle, il peut y avoir du soin, et du soin bienveillant. Voilà. C'est un tout petit bout de Foucault, ça. Hein. C'est pas, tout le contrôle n'est pas du soin non plus, mais alors, on peut spoiler. Spoilons. J'ai été vraiment marquée en le relisant ce matin par le personnage de Sable. Et en fait, par le passé du personnage de Sable dans son appartement thérapeutique, où là, il y a une allusion même au confinement. Et par le fait que là, cette question du soin, du contrôle et de la liberté sont encore plus exacerbées que pour Yerelix, le personnage principal. Et que finalement, cette question du soin et du contrôle, c'est aussi... on en voit des éclats sur des questions validistes, antipsychiatriques dans le roman. Beaucoup de choses d'ailleurs qui sont très militantes et qui appartiennent, on va dire, aux cercles militants actuels, sur les questions de père aidance, voilà, donc de théorie ou de militantisme antipsy, queer et d'autres, et qui deviennent aussi autre chose, ou qui sont mis en fiction, notamment par ce système de langage des plantes qui devient très codifié, qui est en même temps très beau. Donc c'est un roman qui est très politique que tu as fait, mais qui est absolument pas dogmatique. Oui, ça, oui, c'est important pour moi de pas tomber dans le dogmatisme, et je pense que c'est important pour moi de pas que finalement que ça soit pas qu'un livre de fiction soit pas un tract pour démontrer convaincre, que je sois là pour convaincre sur une question. J'essaye plutôt de montrer la complexité du monde qui me traverse. Et Sable, Sable, c'est le personnage principal, l'IRLX, va rencontrer en fuyant la Grande Verdure. Et en fait, Sable est un personnage que j'ai voulu
finalement être une personne problématique. Mais une personne problématique, digne d'amour et, et attachante. Et en fait, elle incarne un peu là où elle incarne un peu l'endroit où vont échouer certaines choses qu'on essaye de mettre en place pour échapper à des rapports de pouvoir, échapper à des rapports de domination entre nous. Je veux dire, elle va échapper aux règles qui ont été mises en place et elle va un peu montrer les angles morts de certaines choses qu'on pourrait mettre en place. Mais en fait, quand je pense à elle, je pense par exemple au consentement et à la manière dont on peut essayer de mettre en place de nouvelles pratiques par rapport au consentement, etc., qui pour moi sont nécessaires. Mais en fait, elle a une manière de se comporter qui fait que ces choses-là vont échouer. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut toujours se rappeler que les outils ne sont que des outils et il faut pas que les outils deviennent des absolus. Et que, parce qu'en fait, il y a toujours des... Enfin, elle représente elle aussi la marge. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a toujours des personnes pour qui ces outils vont être, comment dire, des coercitions. Oui, voilà, exactement. Et du coup, ouais, on en revient aussi à la question du soin, de comment prendre soin. Et du coup, elle va. Mais je voulais incarner ça de manière positive, en fait. Je voulais pas incarner ça enfin, je voulais pas que ça soit quelque chose du genre ah, vous avez mal fait, regardez, c'est un échec, etc. Elle va juste faire autrement. Et elle va pas porter de jugement moral sur ce qu'a fait ou pas la grande verdure. Elle va juste faire son truc et elle va juste être en lien avec les personnes qui veulent bien être en lien avec elle et sinon elle va faire son truc. Et du coup, c'est une manière, je pense, d'incarner des difficultés autour de la question de la santé mentale et du collectif de manière positive. Aussi pour se faire du bien, parce que on est, du coup, je reviens sur ce truc du feel good dont tu parlais, parce qu'en fait, je pense que c'est nécessaire de juste de se dire qu'on peut y arriver d'un point de vue relationnel, alors qu'on est dans un monde qui nous entrave perpétuellement par rapport à ça et qui rend les dynamiques collectives très difficiles, quoi. Bon, je sais pas, je suis allée un peu dans tous les sens. Ah non, mais c'est super. De toute façon, ici, si on va pas dans tous les sens, ici, ici c'est un endroit où on peut faire ce qu'on peut pas forcément faire ailleurs, parce qu'il y a, alors là, il y a quand même un rendez-vous pour Baby, donc j'ai moins de temps que d'autres fois, mais on a du temps, on est bien, ça sert à ça sert à aller dans tous les sens, parce qu'il sort des choses dont qu'on sait pas. Et donc, quand tu dis Sable, le personnage problématique, ouais, c'est un personnage qui m'a fasciné en fait. Qui me fait penser à Carmen en fait. Ah ouais. Tu vois, sur alors, pas sur. Peut-être sur l'immense séduction, mais de cette liberté en fait que le personnage incarne par son autonomie. Ça m'a vraiment. Voilà, c'est pas je refuse la règle ou je viens de provoquer, c'est. Voilà, il y a une règle et je peux faire autre chose. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah, alors bon, ça finit pas très bien pour Carmen, mais c'est... Ça finit mieux pour Sable. Voilà, on va pas spoiler davantage. Mais ça, c'était quelque chose aussi. Où, voilà. Et puis on a là un personnage qui est en fuite et contre. Et là, c'est le fait de juste être ailleurs. Permet quand même aussi de dire autre chose qui est pas dans... qui a un autre rapport au conflit, en fait. Enfin, il n'y a pas de conflit. Avec Sable Oui, elle est à l'extérieur du conflit. C'est peut-être parce que parfois, être à l'extérieur du conflit, ça peut être une manière de le résoudre d'une manière dont on ne s'attend pas, quoi. C'est sûr. Et, hier, j'ai participé à une table ronde où on nous a posé une question sur l'utopie, et du coup, la question, c'était de se poser la question si Sable pouvait incarner une forme d'utopie. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Mais après, le mot que je préfère utiliser et que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, c'est le mot de prototopie, qui est une forme de tentative en fait, qui va se situer. Enfin, déjà qui montre davantage le fait qu'on parle du présent, parce qu'en fait, quand on écrit de la science-fiction, on parle du présent.
et qui va se situer entre l'utopie et la dystopie, qui deviennent presque un peu comme des figures repoussoires, tellement chargées de toute leur représentation et de tous les affects qu'on peut y mettre. Donc, Prototopie, c'est notamment diffusé par Nathalie Sejean, je sais pas si tu vois un peu ce qu'elle fait. Tout à fait, salut Nathalie. Et puis, c'est l'occasion. Comment dire, et moi c'est aussi via Catherine Dufour, qui est une autrice de SF, qui parle de Prototopie. J'ai oublié le nom de la personne qui a développé ce concept. Alors, je l'avais mis en description d'une vidéo, donc je vous laisse la recherche. Et je l'avais raté chez Catherine Dufour. Mais Elle en parle dans une interview qu'elle a donnée sur France Culture au mois de décembre. Ah oui, voilà. Et comme ça, si je retrouve le lien, je le mets en description, mais si vous le retrouvez, ça me va aussi. C'est pas exactement une utopie, c'est... moi, je vois vraiment ça. C'est pas... Ouais, c'est un récit de survivants, de survivance littérale, mais de vivance, en fait, quand même. C'est pas seulement comment on va survivre, c'est bon, maintenant comment on vit, enfin. Et c'est beaucoup plus positif, mais c'est vraiment pas facile, le monde de la grande verdure. Et c'est un monde en même temps qui te fait rêver par sa luxuriance. Enfin, la luxuriance. Ce que je peux dire là-dessus, sur la question de la luxuriance, je pense que c'est une forme de revanche. Pour moi, ou alors une manière de demander pardon finalement aux vivants. Alors, la question du vocabulaire est pour moi assez problématique quand on parle de la nature. Enfin, le mot nature est extrêmement chargé. Et maintenant, il y a aussi tout un courant philosophique qui utilise le mot de vivant parce que je pense que ça permet de casser un peu cette dichotomie entre l'humain et la nature. Ça permet d'englober l'humain à l'intérieur de la nature, donc peut-être que c'est... Mais après, c'est un mot qui est quand même très connoté aussi, alors je sais pas, je suis pas forcément très à l'aise, mais en tout cas, il y a une force, j'ai cet imaginaire-là quand j'écris le titre La Grande Verdure, mais il faut savoir que quand j'écris La Grande Verdure, je fais un travail très matériel. Je viens de terminer une formation qu'on appelle aménagement paysager, donc il y a une formation pour travailler comme jardinier en fait. Et comment dire, du coup je fais de l'intérim, je suis sur des parkings, dans des résidences, dans des jardins qui sont pas vraiment des jardins, qui sont un peu comme des défilés militaires ou comme des alignements de haies et de pelouses rases, enfin, dans des endroits qui sont finalement très loin de ce qu'on pourrait appeler le vivant ou la nature, des endroits qui sont extrêmement domestiqués. Et du coup, je me rends compte que travailler comme jardinier, c'est vraiment finalement être au service de l'ordre, être au service du capital, permettre une circulation dans un monde qui est complètement dominé par le néolibéralisme, enfin je veux dire, et du coup c'est très loin de ce qu'on a envie de faire quand on a envie de travailler proche du vivant. Et du coup je me mets à apprendre les noms de plein de plantes que je vois pousser dans les interstices, et aussi je suis ébahie de la force du vivant, de la force de la mitose, cette capacité indéfinie qu'ont les cellules à se multiplier, et juste la force de cette poussée, quoi. Du coup, je me mets à apprendre les noms des plantes que je vois pousser dans les interstices. Toutes ces rebelles m'habitent beaucoup, et c'est à partir de là que j'écris tout ce monde de la grande verdure, parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce qui se passe si l'humanité est en crise, si l'humanité n'a plus le temps d'envoyer des armées de jardiniers contenir toute cette nature permanente? Qu'est-ce qui se passe à quoi ressemble le monde? Et finalement, c'est quelque chose, même si c'est un monde qui en devient un peu hostile pour les humains, moi, c'est un monde qui me rassure, parce que je me dis que cette poussée du vivant, cette force, elle est toujours là.
Et elle continue, malgré la pollution, malgré les radiations, malgré les pesticides, elle est là, elle continue, malgré l'eau polluée ou malgré le manque d'eau, elle va toujours trouver des formes pour se multiplier, et ça c'est quelque chose auquel je me raccroche, que je trouve extrêmement rassurant. Et du coup, je pense que ça crée un univers qui du coup qui est un peu ambigu, quoi. Parce que c'est à la fois c'est ce qui va nous sauver et à la fois c'est ce qui nous entrave, hein. Et je pense que c'est ce rapport très ambigu qu'on peut avoir à la nature et au sauvage et tout. Et du coup, c'est habité par tout ça que j'écris, que je me plonge dans cet univers-là. Et avant de rebondir, parce que moi c'était génial de t'écouter. Alors, mais une nature qui bizarrement est vraiment végétale, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Non, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Bah, on en parle, les animaux ils traversent, quoi. Mais je pense que là. Alors, Sable, elle essaye de faire des trucs un peu avec les animaux sauvages, elle essaye de faire venir les vautours et tout, elle a des idées autour de ça, mais c'est vrai que c'est pas très développé. Et pour la grande verdure, les animaux sont vraiment plus perçus comme des menaces, il n'y a pas d'interaction. C'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi en écrivant le livre, hein. J'étais vraiment habitée plus par les plantes, et par ce qu'allaient faire les plantes si on les empêchait pas, quoi. Ça, c'était vraiment très très fort. Du coup, bon, oui, je suis un peu passée à côté des animaux. Non, mais on peut pas. Il faut de la place pour un prochain roman. J'ai pas essayé le roman total. Alors, il y a quand même les têtards. Oui. Donc, ils sont des drones en fait. Ouais. Je sais pas si cette partie-là, techno, plus hostile du roman, t'as envie de l'évoquer. La technologie. Ouais, bah après, quand je te dis ça comme ça, c'est pas pour dire, bon. Alors, on pourrait avoir l'impression à nous entendre que c'est un roman qui serait construit sur des structures dialectiques, c'est pas du tout le cas. Parce que même là où on pourrait croire qu'elle est bon et méchant, tu fais quelque chose qui, finalement, déplace l'idée même d'un conflit. Et qui montre davantage de similitudes et de difficultés que d'opposition en mode antagoniste classique. Ça me donne vraiment envie de lire. Là, j'ai failli te le dire quand tu es arrivé, puis je me suis quand même... C'est peut-être un peu trop lyrique. J'ai oublié le... Tu veux lire la fin ? Non, juste une phrase. Mais il fallait pas dire que c'était la fin, parce que comme ça les gens n'auraient pas su. Voilà. Je n'avais jamais pensé que l'arme pouvait être un trait d'union sur la possible. Elle est belle, hein. Mais de difficultés qui sont communes, mais enfin communes ou qui pourraient faire un commun et dont il faut du temps pour voir ce commun, mais où en fait, bon, bah, tu montres ce que c'est pour, donc là, du côté des humains, mais ce que c'est des galères et comment des gens répondent à des galères et galèrent encore plus en galérant, quoi, en fait. Et parfois y arrivent, et parfois des choses se passent, et parfois les gens se rendent compte qu'ils galèrent pas seuls, enfin, parfois se retrouvent, et sans que ce soit, je sais pas moi, l'image non plus, enfin, mais... Ouais, je pense qu'il y a vraiment une volonté, enfin, il y a quand même une volonté utopique, enfin, bon, la grande verdure se veut une utopie, mais en fait elle est dysfonctionnelle, hein, et du coup elle est remise en question par l'héroïne, par Lierre, et du coup c'est une utopie ratée, mais je pense que j'ai quand même derrière une volonté de... pas de résoudre, mais en tout cas de montrer des possibilités relationnelles, des possibilités d'être ensemble. Et du coup, on n'est pas dans le feel good, mais on est quand même dans une volonté de rendre les choses possibles, quoi, et que le lien soit possible. Parce que je pense que c'est un des trucs qui est vraiment extrêmement déprimant, l'idée que le lien. Enfin, l'impossibilité du lien, quoi, ça c'est vraiment. C'est un truc très dur. Mais je pense que ce qui m'a. J'ai eu une période dans ma vie où je regardais beaucoup de séries, et j'ai regardé notamment The Walking Dead. Cette série qui était intéressante au début et qui après j'ai trouvé que c'est devenu carrément nazi, enfin je veux dire vraiment je trouvais ça insupportable, mais comment dire, et en fait je pense que j'ai été frappée par cette récurrence, bon, beaucoup dans les séries états-uniennes mais pas que,
toujours ce truc de il faut que je protège ma famille, et c'est la famille contre le reste du monde. Et le reste du monde est forcément hostile à la famille. Et en fait, je pense que à partir de là, moi j'ai voulu écrire un livre sans méchant. J'étais fatiguée de cet antagonisme permanent. Je pense qu'aussi qu'un des enseignements du féminisme, c'est que le danger ne vient pas forcément de l'extérieur, le danger peut aussi venir de l'intérieur, et que du coup le monde est beaucoup plus complexe que juste, je veux dire, un groupe soudé qui se défendrait contre un extérieur hostile. Et du coup, là, en l'occurrence, dans la Grande Verdure, la solution, la résolution de conflit, elle vient de l'extérieur, elle vient donc d'un élément, étranger. Comment dire, et effectivement, sur Vitech, ben, ils ont des stratégies complètement différentes. Ils sont pas du tout dans les mêmes valeurs, etc. Mais en fin de compte, ils ont des problématiques similaires, et ils sont aussi là à essayer de faire avec le monde qui les entoure. Du coup, il y a du commun à créer à partir de ça. Et c'est pas juste c'est pas juste les méchants scientifiques face aux gentilles jardinières, quoi. Tu veux dire qu'il y a The Walking Dead et finalement les habitants vivants. Peut-être, oui. qui marchent pas. Les habitants vivants. Oui. Voilà. C'est The Living. De Sit-in Living. Non, c'est là qu'on va actuellement le bien. Je fais même pas tentative. Mais sur cette question du lien, il y a quelque chose qui est très très frappant dans ton roman, et qui est frappant pratiquement de suite, c'est la langue, qui est pas une langue ostentatoire comme quand on va lire Orange Mécanique, qui est complètement différent comme langue, mais une langue avec beaucoup de néologismes, une syntaxe qui peut être parfois heurtée, et aussi des personnages... alors, c'est peut-être pas la même question, peut-être pas, mais aussi avec des personnages dont le genre n'est pas toujours défini. Ou pas... Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu as détaché les genres sociaux autant que possible. Oui. Donc, alors, peut-être que la question des genres sociaux pour la construction des personnages est plus évidente d'emblée, mais enfin, tout m'a semblé extrêmement intéressant, et je sais même plus dans quel sens te le dire. Bon. Ouais, après, c'est... Tu me conduis en passage aussi, enfin, j'ai rien préparé, je suis vraiment Non, désolée. il n'y a pas de souci. Par rapport à la question du genre, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Quelque chose a changé, que j'ai auto-édité en 2022. Et c'est un roman qui se passe dans un futur proche, dystopique, mais bon, qui est une espèce de continuation. Ça se passe juste entre les années... ça se passe entre les années 2015 et les années 2030... 35, etc. Et du coup, on est face à des personnages qui sont très, très ancrés du point de vue du rôle du genre, de la race sociale. Enfin, du coup, je pense qu'il y a une approche beaucoup plus matérialiste dans ce roman-là. Et que j'ai eu besoin... ça pose des milliards de questions, en fait, nos ancrages sociaux, comment est-ce qu'on se situe socialement dans la construction des personnages. Je pense que j'ai eu besoin de m'émanciper de ça pour la Grande Verdure, de mettre ça complètement de côté pour pouvoir m'intéresser à d'autres questions, qui sont notamment les tensions entre l'individu et le collectif, et que ajouter encore des questions de genre ou de race sociale, après il aurait pu y avoir encore d'autres catégories évidemment, ça aurait été... ça rendait le tout beaucoup trop complexe en fait. Enfin, je pense toujours à James Baldwin qui dit qu'il n'aurait pas pu ajouter la question raciale dans La chambre de Giovanni parce que ça aurait été encore plus compliqué d'écrire ça, et c'est quelque chose qui me rassure. Je me dis bon, que je suis pas la seule à mettre des choses de côté, parce que c'est pas... Mais
et comment dire, du coup j'ai vraiment imaginé ce futur-là comme un environnement totalement post-genre, post-race. Et donc il y a des traces, donc il y a des pronoms, il y a des couleurs de peau qui sont là, mais on n'est pas, c'est pas quelque chose qui va être engageant pour une quelconque lecture des personnages. Et c'est la force et la liberté de la fiction, mais c'est aussi problématique. Enfin, je veux dire, je sais pas à quel point c'est quelque chose qui me questionne. Je sais pas à quel point c'est réel. Enfin, est-ce que ça serait pas colorblind par oui, exemple voilà, par exemple. Genderblind. Oui, voilà, Soit c'est ça. Du coup, c'est un choix que j'ai fait. C'est là, c'est. Mais ça pose question. Ouais. C'est un choix questionnant. Voilà. Ouais, ça m'a beaucoup fait penser à Sphinx d'Algareta. Alors, pas du tout sur le propos, je sais pas si tu l'as lu, Sphinx. Non. C'est un roman sans marque de genre. C'est un roman, c'est un roman d'amour réaliste entre deux personnages sans marque de genre. Mm-hmm. Et dans lequel aussi des questions raciales vont apparaître, mais pas en début de roman. Donc ça crée un effet de surprise et ça peut venir décaler. Alors je trouve que la question raciale est peut-être un peu moins fine chez Garata, mais c'est un roman du début des années 80 aussi. Donc je pense qu'on a progressé, en tout cas en France là-dessus. Enfin progressé, je sais pas. Je pense qu'on a affiné notre réflexion. C'est pas forcément progressé. Mais ouais, donc cette dimension, en tout cas au moins post-genre, parce que concrètement, quand on te lit, on peut reconnaître des attributs qui vont être traditionnellement d'un genre ou d'un autre sur un personnage ou un autre, parfois mélangés. C'est-à-dire qu'un personnage peut avoir des attributs qui pourraient être contradictoires. C'est d'avec ses pronoms, d'avec tel ou tel trait, etc. Sable a, par exemple, une mâchoire carrée et 2 pages après un gros sein. Donc voilà, là, on peut avoir comme ça fait comme des signes qui peuvent se contredire ou qui peuvent complexifier la réalité. Et moi, j'ai vu au contraire le signe d'une élaboration particulièrement fine de ta part. Et pas du tout l'évacuation d'un problème compliqué. Oui, je veux dire, en tout cas, c'est sûr que ces personnages ont un genre. Enfin, je veux dire, mais les rapports de genre ne vont pas déterminer leur relation. Ouais. Donc mais en tout cas, évidemment qu'ils ont un genre et évidemment qu'ils sont. Mais après, je veux dire, j'ai aussi eu cette liberté-là pour écrire des personnages qui finalement sont très queer pour moi. Enfin, je veux dire, je pense que les rapports entre les personnages sont queer, enfin, et aussi queer au sens original du mot queer, au sens bizarre, quoi. Mais en tout cas, qui s'éloigne beaucoup d'une certaine cis-hétéronormativité, et c'est du coup un terrain de jeu d'une grande liberté pour ça, mais sans que ça soit... il fallait que ça soit juste là, sans que ça soit l'objet du livre, quoi. Et Sable, c'est un personnage très queer, par exemple, je pense. Est-ce que tu veux développer la dimension queer de Sable ? Parce que ça, c'est... cette dimension queer, moi je la vois aussi dans la façon dont le personnage se déplace. Tu vois, de sa rapidité, alors, qui me fait penser au furtif de Damasio, mais en étant vraiment furtif d'une certaine manière. J'ai pas lu les furtifs de Damasio. Pardon la Volte, mais ils savent. La Volte sait que j'ai pas lu Damasio. Ça passait. Mais comment dire. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire sur. C'est pas obligé. De Sable, ça te vient ou ça te vient pas. Alors, Pascal, cette. Tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant que les questions de genre, d'identité, d'appartenance identitaire, en fait, sont mises de côté, sont là, mais ne sont pas un problème, alors que le roman montre des personnages qui n'ont de cesse d'interroger leur relation. Mais c'est justement pas ça qui fait problème. Et ça fait un bien fou, en fait.
aussi de voir ce qui ne pose pas de problème. Mm. Et donc, bah, ce qui peut poser problème est bien là, mais avec aussi des questionnements, alors qui pourront paraître trop longs à des gens qui attendent, je sais pas moi, du roman d'action par exemple. Parce que c'est pas un roman, enfin, c'est un roman où l'action est pas forcément euh, classique. Mm. Mais qui vont discuter d'une manière qui, elle, peut être dans les questionnements qui vont être très contemporains, mais de quand ça se passe bien en communauté et qu'on a un conflit, qu'on résout le conflit. Mm. Ce qui se passe quand même pas si souvent que ça. C'est le luxe de la fiction. Que l'utopie, finalement, c'est pas le lieu, c'est le langage. À ce stade-là, elle se déplace. Donc tu dis une utopie ratée, mais c'est pas une dystopie. Mm. C'est une utopie qui a un peu de prototopie. guingois, quoi. Une prototopie. J'ai adopté ce mot définitivement. Allez, on le garde. Et où l'utopie, c'est le langage en train de se faire et de continuer, peut-être. Mm. Est-ce que le fait que que tu as pris, donc tu as pris très littéralement l'expression de langage des fleurs, parce que les personnages s'échangent donc, s'installent avec des fleurs pour annoncer les sujets de conversation, de manière très codifiée et très enfermante en fait, très aliénante. Mais c'est très paradoxal puisque les fleurs sont vivantes. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est une manière, je pense, pour la Grande Verdure de rendre hommage à ce qui a été trop longtemps piétiné. C'est une manière de remettre le vivant au centre, mais une manière oui, mais c'est marrant, hein, parce qu'en fait, cette question de langage des fleurs, pour moi, c'est quelque chose de très anecdotique, finalement, dans le livre. Enfin, c'est pas quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi, c'est quelque chose qui est venu là, et c'était très pratique, parce qu'en fait, la Grande Verdure habite dans des serres en haut de bâtiments abandonnés, et en fait, passe son temps à faire pousser des plantes pour manger et pour communiquer, mais en fait j'ai pas du tout réfléchi à toute la symbolique autour de ça. Enfin, ça m'est venu, et puis voilà. Non, mais c'est très prosaïque, je suis désolée. Enfin, ah non, mais moi je suis ravie de savoir ça, parce que c'est... il y a vraiment toute une partie des choses où les gens vont me demander quelle intention j'y ai mis, et en fait je pense qu'on peut y voir ce qu'on veut y voir, mais pour moi, il n'y a pas. J'ai pas énormément réfléchi à ça. Après, c'est juste que ça m'a semblé naturel et bon que la Grande Verdure fasse ça. Et en même temps un bon terrain, de critique. Et je pense que après, évidemment, pour moi, ça vient symboliser quelque chose qui est... je parlais de ce qu'on essaye de mettre en place autour du consentement, par exemple. Pour moi, ça peut venir symboliser des pratiques que des espaces militants vont essayer de mettre en place pour résoudre des problèmes de violence systémique. Et aussi, je pense que ça vient symboliser finalement, chez les fleurs, les plantes, il y a quelque chose de doux, d'inoffensif, c'est pas, et de passif. Bon, non, peut-être on oublie ce mot-là. Mais comment dire, et pour moi, ça vient symboliser peut-être. Bon, je dis que j'avais pas d'imaginaire derrière, et en fait, finalement, j'ai plein de choses à dire. Et moi, j'avais. Ça vient je suis ravie. Ça vient symboliser. Du coup, une tentative de douceur, une tentative de résolution, une tentative de pacification. Et en même temps, il y a quelque chose de très ambivalent pour moi là-dedans, parce que cette douceur, cette tentative de pacification, cette tentative de faire mieux, et ben en fait, elle peut recéler une forme de violence et aussi reconduire des oppressions, parce que pour moi, il peut y avoir aussi quelque chose de très bourgeois dans le fait d'avoir un mode de communication très lissé, très formel, qui n'est pas qui ne fasse pas de vagues, etc.
Et du coup, les fleurs, ça peut venir englober toute cette ambivalence-là bah oui, on veut bien faire, mais en fait, on peut être finalement extrêmement violent, extrêmement méprisant, et Lierre, l'héroïne, elle ressent cette violence-là, qui est en fait une violence invisible aux yeux de la plupart de la grande verdure, pour qui ce système fonctionne. Voilà, mais du coup, voilà, l'ambivalence des plantes, quoi. Je t'amène des fleurs, mais en fait, je te piétine et je m'en rends pas compte. Avec les fleurs. Avec les fleurs, ouais. Et c'est vraiment un roman pas seulement sur le langage, mais sur ces violences qu'il faut mettre au jour, en fait. Et qui peuvent se mettre au jour, qui peuvent éclore, qu'on peut aussi... qui peuvent aussi se dire et amener des changements et des volontés de faire mieux. Parce que ça, c'est vraiment... Alors, ça paraît cucu de le dire comme ça, mais en fait, c'est très bien d'être cucu. Et en même temps, c'est un roman qui a lui-même une langue future, en fait, avec beaucoup de néologismes, une syntaxe parfois heurtée, notamment quand c'est Lierre qui prend la parole. Enfin, c'est tout le temps elle qui C'est tout le temps qui prend la parole, oui. pardon. Après, il y a les dialogues aussi. Il y a d'autres personnes qui parlent, mais c'est elle la narratrice principale, du coup. Oui. Les néologismes, oui. Pareil, en fait, ils sont venus parce qu'il y a des nouvelles pratiques. Et en fait, avec les nouvelles pratiques viennent les nouveaux mots. Ouais. Voilà, mais du coup, c'était une manière... Enfin, après, j'aime beaucoup les mots valises. Il y a un côté très ludique pour moi là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est venu d'emblée parce qu'il y a toute une partie de la grande verdure qui explore l'espace, qui explore ce nouvel espace, qui est un espace envahi par la végétation, etc. Et un espace où les animaux, dont on parlait tout à l'heure, ont peut-être pris le contrôle, dont ils ont pris le contrôle, et comment dire, non, ça paraît pas juste de dire ça de la part des animaux, mais en tout cas qu'ils puissent, où les animaux peuvent circuler beaucoup plus librement qu'avant, et comment dire, du coup, comment dire, qu'est-ce que je disais ? Les néologismes, oui. Et du coup, la grande verdure a développé plein de manières de se déplacer pour se rendre le plus discrète possible vis-à-vis des prédateurs, et donc aussi des manières de déplacement lentes et silencieuses. Et du coup, c'est pour ça que je m'amuse avec les mots lent, lenté, silence... s'il en inspirait, s'il en expirait, etc. Et du coup, c'est... Et que... Voilà. Et voilà, qui dit nouveau déplacement dit nouveau mot, quoi. Et ce qui fait que l'action, là vraiment je parle côté littérature, c'est pas la chasse, c'est ne pas être chassé. C'est un renversement de perspective qui est quand même assez majeur si on reprend Ursula Le Guin, tu vois. C'est pas la chasse, c'est ne pas être chassé. Oui, c'est vrai. C'est sortir de ça, et donc ça amène aussi cet étirement des mouvements qu'on retrouve parfois dans ta syntaxe, enfin dans les sensations très focalisées, parce que ça commence, c'est pas qu'au fond d'un trou était un hobbit, mais c'est comme ça qu'on commence par découvrir Lierre, en fait, elle est quand même plus ou moins au fond d'une cuve, enfin. Oui. Alors, elle se cache, ouais. Oui, elle se cache. Et c'est... Là, et d'ailleurs, ça commence avec pas un nuage, pas de vent dur, pas de poussière, enfin rien. Et hop, ça va se mettre en route, mais tout doucement, parce qu'il ne faut pas se faire apercevoir. Donc c'est une histoire, c'est l'histoire de ce qui peut se passer quand il n'y a plus d'histoire, et que ça continue, en fait. C'est vrai.
Moi, je trouve que c'est ça qui donne vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir et de se dire, très paradoxalement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va dans l'ensemble du monde qui est décrit. Et en même temps, ça donne vraiment envie d'y croire, quoi. Et ça fait un bien fou. Merci. Je me disais aussi, je me suis dit ce matin, en fait, tu as des titres aux séquences qui sont très beaux. Merci. Et d'ailleurs, là, je vois donc Marelle, Solitaire, Chat perché, et qui ont Dinette, donc assez ludique, enfantin peut-être. Oui. Et avec des sous-titres ou des. Qui vont avec, hop, on va en montrer un là, hop, au début, Marelle et où l'on est ravif, qui est vraiment très très beau. Mais qui commencent tous par où en plus. Ouais. Et donc, ça, en fait, le séquençage, cet habillage-là, c'est quelque chose qui est venu d'emblée, que. C'est parce que ça, finalement, c'est pas la narratrice qui met les titres. Non, c'est pas la narratrice qui met les titres, c'est vrai, c'est une autre voix. Et ça, c'est toujours les... Là, c'est l'autrice qui s'amuse. C'est les embêtants littéraires, ça, qui posent des questions embêtantes. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais effectivement, c'est un métadiscours. Enfin, on dit ça, un métadiscours. Oui, c'est bon. Ouais, tout à fait. C'est moi qui viens m'insérer ici. Et comment dire, ils sont venus, les intertitres, ils sont venus très tard, ils sont venus dans la dernière version du livre. Mais en tout cas, je pense que j'avais un peu en tête... alors, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais pour moi, La Grande Verdure, c'est un roman d'aventure. C'est un roman d'aventure parce qu'il y a quand même un personnage qui va circuler, à qui il va arriver des choses. Même si ça peut sembler... en tout cas, je l'ai vraiment pensé comme un roman d'aventure. Et c'est aussi un roman initiatique. Et du coup, je pense que j'ai des références très floues à ce sujet, mais j'ai pensé à des... il y a des romans du 18e et du 19e avec des sous-titres au chapitre qui expliquent ce qui va se passer dans le chapitre. Je crois que c'est le cas dans Don Quichotte, mais George Eliot, elle fait ça aussi avec certains de ses romans. Ou alors elle met... en tout cas, j'aime bien l'idée d'avoir un petit texte qui va, comme donner un aperçu de ce qui va se passer. Donc le titre du chapitre fait ça. Les titres de chapitre évoquent des jeux d'enfants. Parce que pour moi, Lierre est encore un enfant, elle a beaucoup de choses à apprendre et c'est un roman d'apprentissage. Du coup, elle va apprendre par des jeux finalement. Et donc ça fait un écho plus ou moins lointain à ce qui va se passer dans le chapitre. Et Sable joue beaucoup. En fait, l'idée m'est venue du chapitre 4, où il y a une scène de course-poursuite dans des égouts entre Sable et Lierre, et en fait Sable joue, sauf que Lierre n'est pas au courant que Sable joue, donc on voit bien le rapport problématique de Lierre, de Lierre au consentement, et du coup de là est venue l'idée de d'étendre, de trouver un jeu finalement pour chaque chapitre, et donc il y a toujours plus ou moins une vague évocation. Et les sous-titres, j'avais envie d'avoir des petites phrases jolies qui commencent par ou, et donc après je les ai écrites vraiment plutôt à la fin. Voilà, mais elles ont, tu vois, elles commencent toutes par où, et en fait c'est relatif là qui annonce les chapitres, et ben vous ancrez littéralement dans le lieu, ramenez là en annonçant, et donc cette tradition notamment picaresque, hein, de Don Quichotte, je l'avais, tu l'as dans Gilles Blas de Santillane, dans là je vois la tête de l'auteur, mais bon, on va arrêter le cours de français. mais ça faisait partie, j'avais bossé quand j'étais en master, je travaillais sur un roman d'apprentissage, notamment picaresque. Donc là j'en ai pas lu beaucoup, mais en tout cas j'ai un écho de ça, et j'avais envie de jouer avec ça, ouais. Et où on voudrait à force pour Action ou Vérité, où l'on essaie à bout pour Ping Pong, enfin, alors j'ai pas fait une lecture ultra consciente entre, pour chercher le lien entre le titre
le sous-titre et la suite, mais en fait ça ancre vraiment sans qu'on sache encore dans quoi ça ancre, et donc on est toujours quand même dans un lieu, toi dans ce roman du proche que tu disais au départ, mais ce proche, bah, il gagne en abstraction, il prend de la hauteur, il devient plus léger. Ouais. C'est vrai que c'est une manière de prendre de la hauteur, ouais. Et il prend de la hauteur en étant plus enfantin. Ce qui est toujours un peu paradoxal, mais en fait ce qui est probablement plus juste, parce que finalement, quand on est grave, enfin quand on fonctionne avec gravité, on prend plus de hauteur. Non, c'est sûr. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça fait un roman qui pourrait être, je sais pas, super local ou terroir, tu vois. Est-ce que c'est le roman du Popos? Est-ce que c'est Humus? Et pas du tout. Et où, en même temps, voilà, cette espèce d'ancrage dans un lieu, parce que déjà, en fait, les personnages ne peuvent pas aller ailleurs, matériellement. Et donc, bah, va bien falloir réussir à faire des choses ici, puisque c'est ici que ça se passe. Mais ça ouvre en permanence. Ça m'a vraiment donné l'impression, voilà, ça commence dans la cachette, et j'ai l'impression que le roman s'ouvre en permanence. De plus en plus, toi, ces cercles-là. Ça, en spirale, en fait, pas en enfermement. Ouais. En spirale qui s'ouvre. Et ça m'a fait vachement bien. Trop bien. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un passage qui te plaît particulièrement, que tu aimerais qu'on lise, ou pas forcément? Je peux prendre le temps de regarder. De toute façon, au pire, tu pourras couper dans la vidéo si ça prend trop de temps. Qu'est-ce que je pourrais... C'est très compliqué pour moi de lire des passages. Et je peux lire pour toi si tu préfères. Non, j'aime bien lire, mais de sélectionner des passages. Ça, je comprends. Pourquoi pas lire le début de celui-là? Pourquoi pas ping-pong? C'est le chapitre 10. Ouais, je sais pas, hein. On a combien de temps? On doit avoir le temps de la lecture. Ouais, mais combien de temps de lecture? Du coup, je m'arrête... Je pense quelques minutes. Donc peut-être 2 pages. Bon. Ouais, voilà, 2 pages, ça me paraît top. Chapitre 10, ping-pong, où l'on essaye à bout. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais réussir à dormir. Elles sont bien mignonnes avec leurs bonnes paroles, à me souhaiter bonne nuit, à faire comme si elles se souciaient de mon bien-être. Le sommeil a été chassé loin, très loin, et n'a laissé derrière lui que son impossibilité. Les choses sont trop compliquées et mélangées. Elles ont mangé les limites les unes des autres à coups de dents, et elles ne laissent derrière elles que des bribes effilochées sans squelette pour les tenir. Elles gisent par terre, partout dans ma cabane. Elles se sont collées au matelas. Elles s'accrochent, impossible de les enlever. Je me tortille sur le drap, chaque mouvement m'ancre un peu plus dans la conviction qu'elles ne vont jamais partir. Pas comme Sable, qui est partie, elle. Horty a été jusqu'à la jarre, il ne l'a pas trouvée. Premier résultat concret du fenouil, une disparition. Peut mieux faire. Tout ça après quoi, le premier tour de parole, à peine 1 heure et demie de réunion. J'ai la jambe qui monte et qui descend sur ce vieux matelas rêche et dur. La grande verdure a tout à envier à Sable en termes de confort. Elle a bien raison d'être partie. Si c'était pour dormir sur ce tapis de crin, aucun intérêt. Ces paillasses en foin fraîchement séchées auraient bien raison de se vexer de la comparaison. J'aurais mieux fait de continuer à dormir sur le tas de couvertures, bien au chaud dans le grand logis. Si seulement Cactus Litops n'avait pas été là pour accélérer le début de la réunion avec sa colère en bandoulière. Moi qui avais été à 2 doigts de penser que pour tenir l'échelle, elle avait dû la décrocher, sa colère, qu'elle l'avait fait tomber dans le torrent. J'ai été bien naïve. Impossible de se débarrasser de cette colère de Cactus, que ce soit dans la salle de réunion ou ailleurs. Elle vient s'insinuer partout, cette colère, elle colle, elle a pris possession des logis de la grande verdure. Ça serait presque un soulagement de voir fleurir de grands ignias rouges un peu partout, mais ils ne sont même pas là. L'information de la colère est troublée,
Elle est noyée dans des compositions florales grandes et compliquées qui me lancent sur de fausses pistes. Je dois me forcer à quitter les plantes des yeux pour parvenir à sentir ce qui se passe vraiment. Je n'avais pas anticipé qu'en fabriquant un niveau d'information de plus avec les plantes, on fabriquait un niveau potentiellement erroné. Qu'en plus d'apprendre à le décrypter, il faudrait aussi apprendre à en faire abstraction. En faire abstraction pour revenir à la base. Les expressions du visage, le langage non verbal, les mots. Réapprendre à extirper les mots déparés, défaits de leur armada de fleurs, à les prendre nus, à les accepter comme tels. Mais tout ça ne se joue que dans ma tête. À l'extérieur, les plantes sont toujours là, consacrées comme moyen de communication suprême, donc tout reste à faire, rien n'a changé. Je me retourne sur le ventre, j'entortille mes jambes avant d'en plier une, je ramène mon genou le plus haut possible, je l'accroche comme s'il était responsable de tout ça et je tends mes muscles très fort. Ça ne me fatigue pas plus, c'est vain. Passer des heures assise à devoir écouter les autres parler, ne pas pouvoir ouvrir la bouche quand on veut, c'est pas une vie. Je vais l'arrêter sur cette... Boum. Voilà, alors on voit dans cet extrait quand même le fait que Lier est toujours en boucle et que du coup c'est beau. Elle est toujours en boucle. Elle fait des boucles comme ça et du coup elle passe son temps à passer du coq à l'âne et bon voilà, c'est un mode de narration en méandre. Je sais pas, oui. J'adore. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais voulu parler que je n'ai pas pensé à te demander ? Ça a l'air super, on a parlé de beaucoup de choses. Moi je suis très contente. Super. Je trouve qu'on... Et puis surtout je voudrais quand même dire et redire, alors si on va quand même dire que La Grande Verdure faisait partie des romans qui avaient été sélectionnés pour le prix Goncourt. Ouais. Et évidemment j'ai encore oublié de prendre le marque-page pour le montrer en vidéo. Parce que je suis vraiment nulle pour l'organisation. Mais et Albaïla qui avait notamment dit en story, alors moi j'avais déjà acheté ton roman mais à quel point il l'avait aimé et j'avoue que ça me l'a fait attraper. Donc merci Al parce que vraiment c'est super. Merci à Lauriane et à Alex pour l'organisation du Goncourt parce que ça diffuse quand même des romans importants. Ça a donné beaucoup de visibilité au livre, ouais. Merci beaucoup. Et c'est une belle sélection sur laquelle je vous invite à vous pencher. Alors ouais, voilà, je n'ai pas encore vraiment du tout lu, d'ailleurs. Mais c'est voilà, boulot énorme de faire ça. C'est énorme. Donc, grand merci. Et puis, en tout cas, c'était... Alors, je t'avais repéré avant, donc j'en suis très heureuse. Mais un grand bravo pour ça, un grand bravo à toi, et j'espère à bientôt. À bientôt, Azélie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi.